Bienvenue sur Radio Charonne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 janvier dans les locaux de l'association d'éducation populaire Charonne réunion dans le 20e Les enseignants et les élèves. Loin de se limiter à une dynamique d'autorité ou d'apprentissage, ces relations peuvent être bien plus riches et nuancées. Comment les élèves et enseignants peuvent-ils développer des liens authentiques ? Quels sont les enjeux, les limites et les opportunités de pouvoir se détacher des rôles établis ? Bienvenue donc dans un conseil de classe un peu particulier, puisqu'aujourd'hui ce sont 6 collégiennes et collégiens du 20e arrondissement de Paris qui vont donner leur avis sur des histoires vécues par des enseignants et enseignantes. Nous sommes donc en présence de Anos, Ramata, Lassana, Naïla, Fouta. Et pour l'animation, Mathilde, Fanny, Clotilde, Charlotte, Medjé et Paul. Les jeunes sont sous le regard bienveillant de leur animateur. Youssouf, j'accompagne les jeunes Anas, Ramata, Neila et Fouta. Et nous avons David à la technique. 4 enseignants, enseignantes et proviseurs se sont confiés à nous et nous ont raconté des événements marquants dans leur parcours. Lors d'un premier atelier, les collégiens ont débattu autour de 2 de ces témoignages et ont choisi les 2 thèmes pour aujourd'hui. Ils vont découvrir avec vous leur contenu. Nous laissons donc la parole à Paul et Charlotte qui vont animer le premier débat. Bonjour, donc je suis Charlotte et je vais vous présenter le premier débat qui s'intitule La pépite. Donc les enfants vont être invités à réagir à ce premier extrait, mais pour cela, je vais vous inviter également à respecter certaines règles de bienveillance et de respect. On est ici dans un espace protégé, où votre parole est protégée, mais également celle des enseignants qui ont choisi de se confier à vous. Je repasse la parole à Charlotte, du coup, qui va nous présenter les petites cartes qui vont être support du débat. Donc comme a dit Paul, pour le premier débat, vous avez devant vous des cartes qui vont vous aider à pouvoir débattre et discuter des audios que vous allez entendre. Et donc on va lancer le premier audio. Alors une situation positive, un élève que j'ai eu en 5e il y a de cela 5 ans environ, que j'ai tout de suite détecté comme étant une pépite, un jeune garçon d'origine haïtienne, qui avait très envie d'apprendre. On sentait qu'il avait une soif d'apprendre en lui qui était extraordinaire. Donc je l'ai eu en 5e, puis je l'ai à nouveau eu en 4e. Il était très content de me retrouver, donc très très motivé, très désireux de réussir, donc en anglais notamment, parce que je suis professeure d'anglais. Et puis en début d'année de 3e, je le retrouve à nouveau, et cette année-là, j'avais organisé avec ma fille, qui était une ancienne élève du collège, un projet autour du parcours d'anciens élèves. En fait, montrer à nos élèves de 3e que le parcours jusqu'aux études, le parcours jusqu'à la vie professionnelle n'est pas toujours un parcours simple, qui peut être semé d'embûches, qui peut être très variable selon les situations, selon les personnes, selon les contextes. Et donc, on avait regroupé des anciens élèves qui étaient soit en fin d'études, en fin de parcours d'études, ou qui commençaient à travailler. Et on avait réuni des élèves de 3e qui avaient partagé avec eux, enfin, ils avaient partagé avec les élèves de 3e tout cela, toutes ces expériences. Et ce garçon était venu me voir et il m'avait dit à la fin de cette opération de rencontre entre anciens et collégiens, il m'avait dit « Je serai expert comptable ». J'hésitais, mais maintenant je le sais. Je sais que je serai expert comptable. Je savais que c'était quelque chose de tout à fait à sa portée, parce que pour moi, la volonté compte plus que tout dans la réussite. Et ce garçon qui était en 3e, il est parti du collège. Quand j'ai suivi son parcours ensuite pendant ses années lycée, il s'était renforcé, il était devenu un jeune très mature, très, très ambitieux, très désireux de réussir. Et un jour, je l'ai recroisé un peu avant le bac. Il m'a dit, si tout va bien, s'il n'y a pas d'accident, j'aurai mon bac avec mention très bien. Et effectivement, il a eu son bac avec mention très bien. Et là, il est bien entendu, il est en train de faire sa 2e année de DECG, donc diplôme d'expert comptabilité générale. Et donc, il suit son parcours, et franchement, je suis fière de savoir que j'ai contribué un peu à l'assurance qu'il a acquise au cours de toutes ces années. Donc merci pour l'écoute de ce témoignage. Maintenant, je vais laisser la parole aux ados s'ils ont des réactions. Je pense que je vais vous réexpliquer ce qui s'est passé. C'était une enseignante qui devait, à mon avis, était dans un collège ou un lycée depuis longtemps. Et puis un jour, elle a rencontré
un élève qui avait du talent et du potentiel et qui l'a aidé à avancer dans la vie en lui donnant de la confiance et qui a eu, je pense, une bonne carrière hein, et qui a réussi dans la vie. Je vais laisser une animatrice reprendre la parole. Donc merci Naïla pour ce récapitulatif. Maintenant, peut-être pour aider davantage au débat, on va retourner les cartes qui sont présentes devant vous. Du coup, Naïla, vu que c'est toi qui as les cartes devant toi, on te propose de retourner la première carte et de lire la question à tout le monde. La question c'est, quoi pour vous une journée réussie à l'école? Quand on a une réussite à l'école, c'est que c'est bien pour nous, ça nous met de l'humour. Et quand on le dit à nos parents, ils soient contents. Ça peut réussir notre vie. Anas, à un moment, tu as parlé d'humour, je crois. Tu as dit, du coup, pour toi, une journée réussie, c'est une journée où il y avait de l'humour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? Que t'es content, t'aimes bien avoir des bonnes notes qu'avoir des mauvaises notes. Merci beaucoup, Anas. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole, peut-être? Je dirais qu'une journée réussie, c'est quand déjà tu trouves ta classe qui t'aide, solidaire. Quand tu vois que tu as une bonne note, comme il a dit, quand tu t'amuses, je sais pas, parfois ça t'arrive d'avoir un sentiment où tu te sens bien. Je sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi parfois ça m'arrive. Ouais, moi du coup, des fois ça m'arrive. Après, quand j'étais jeune, ça m'arrivait plus souvent dans la cour qu'en classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais justement, le fait de sentir un petit peu la solidarité, mes copains et tout, moi je la trouvais plutôt dans la cour, pendant les récréations, que dans la classe. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Où c'est qu'on peut ressentir justement cette joie, cette solidarité à l'école? Moi je dirais en fin de journée, quand le cours t'entends la sonnerie sonner, tu te dis c'est bon, tu peux rentrer. Par exemple, quand tu sors de l'école, t'es méga content. C'est comme si tu courais chez des parents en leur disant j'ai un 20 sur 20 et qu'ils soient contents. Merci pour ces retours sur cette première question. On va retourner la deuxième carte et je vais laisser Naïla la lire. Alors la deuxième question c'est pour ou contre, quand on veut, on peut. Moi je suis pour parce que par exemple quand on veut, t'as une difficulté que tu dois affronter. Par exemple à l'école, si on t'a posé une fiche qui a plein d'exercices difficiles, faut pas se dire non moi je suis nulle, je vais jamais réussir. Il faut plutôt se dire oui je vais réussir, je peux le faire. Je suis pour parce que quand on a les moyens, on peut réussir ce qu'on peut faire. Pour moi, en fait, la vie, c'est comme une fiche d'exercice. Quand on a de la confiance, on peut y arriver, mais quand on se dit on peut pas y arriver, c'est comme un escalier qui s'écroule. Et moi, je pense qu'on peut, hein, mais il faut avoir de la confiance. Merci pour ces 3 réponses. Mais j'aimerais bien vous poser encore une question, c'est comment on fait pour l'avoir, cette confiance? Quand justement, des fois les exercices ils sont difficiles, qu'est-ce qui va nous apporter justement la confiance nécessaire pour réussir? Il faut avoir une bonne mentalité. Il faut avoir, comme la professeure, il faut avoir une personne qui va te donner une confiance qui va t'aider et après tu vas réussir. Enfin, je l'espère. Hein. C'est avec plus la confiance en soi. D'accord, et comment tu... Si t'as pas de confiance, c'est que tu te laisses tomber, quoi. Tu dis c'est bon, c'est trop difficile pour moi. Mes parents, par exemple, quand ils me donnent un exercice difficile et que je n'arrive pas, ils me disent prends la confiance, ne te laisse pas écrouler. Quand tu as confiance en toi, c'est comme si tu avais lu une leçon et que tu l'avais appris. Ok, donc merci pour tous ces retours. Donc vous avez souligné que pour pouvoir faire des choses en général, c'est important de croire en soi et d'avoir confiance en soi, et que pour ça, il peut y avoir un soutien extérieur qui peut aider, comme dans le témoignage où c'était la professeure qui venait aider, et pour d'autres ici, c'était plutôt les parents. Donc maintenant, je vous propose de retourner encore une question pour alimenter
Pour alimenter le débat, je laisse la parole. Alors là, on a la troisième question, pour ou contre. L'école doit aider les enfants à choisir un métier qui leur correspond. Je peux choisir moi-même mon métier. Moi, c'est mes parents. Ils m'ont dit de faire médecin et après, je me suis dit que je pouvais essayer pour en savoir plus. Et si j'aime pas ce métier, je pourrais changer et apprendre des autres choses. Et moi j'ai eu l'idée de faire footballeur parce que depuis que je suis petit, j'ai appris, pas petit, mais genre 4 ans, 5 ans. Je voyais plein de matchs de foot et que je jouais beaucoup. Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire du sport et comme sport, j'aimerais bien faire footballeur. Footballeur, ça peut correspondre à l'école, mais avec le sport. Je suis pour parce que ça se trouve, il y a des professeurs, je sais pas, ils font professeur d'histoire et on aime bien l'histoire, on peut vouloir devenir professeur d'histoire. Ou ils peuvent nous orienter dans un métier. Et donc du coup pour toi Fouta, en fait l'école, si j'ai bien compris, elle en nous faisant découvrir des matières, l'histoire par exemple, elle peut nous donner envie de faire des métiers. Et du coup j'aimerais bien te demander, toi, du coup qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, si tu sais? Je sais pas trop en vrai. Et est-ce qu'il y a des matières du coup qui te plaisent à l'école? Anglais, sport. Oui, donc ainsi, dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des professeurs qui puissent en général vous aider à atteindre les métiers ou autres, les passions, les métiers que vous aimeriez faire plus tard? Ça dépend comment ils nous motivent. Comment ils nous motivent et s'ils sont vraiment là pour nous aider. En fait, moi, je me rappelais quand j'étais en CM2, j'avais une professeure, elle aimait bien parler de ses passions quand elle était petite. Elle nous disait qu'on pouvait avoir des rêves et qu'ils pouvaient se réaliser. Et un jour, je lui avais parlé de mon rêve de devenir une athlète professionnelle et elle en avait parlé à l'assistante sociale. Et le lendemain, j'avais une réunion avec l'assistante sociale et ma mère pour qu'elle m'inscrive à un club. Du coup, je pense que ils peuvent beaucoup aider quand on en parle. Moi, je me rappelle en CE1, CE2, CM1, CM2. D'abord, le CM1, le CM2, j'avais la même prof. Du coup, je commence par le CE1. Quand j'étais en CE1, il y avait une prof qui m'avait beaucoup encouragée pour le travail et que je me suis évoluée. Que vraiment je vais pas oublier le souvenir qu'elle m'avait dit. Et aussi en CE2, on m'avait aussi encouragée et aussi CM1, CM2. Voilà. Pensez-vous que c'est en fonction du professeur que vous avez dans une matière que vous pouvez réussir ou non? Je pense que n'importe quel professeur peut vous aider parce que c'est son rôle de vous faire avancer, que ce soit dans la vie ou dans la vie scolaire. Donc je pense qu'un professeur doit aider son élève, que ce soit dans le travail ou en dehors. Je vais rajouter quelque chose, c'est juste pour les profs, quand ils nous encouragent, c'est pour notre mieux, c'est pas pour rien. Et aussi c'est pareil pour nos parents. Et du coup, peut-être une question un peu plus difficile, est-ce que parfois ça arrivait justement que vous ne vous sentiez pas soutenu? Personnellement, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours eu des professeurs qui m'ont soutenu, moi et ma classe. Peu importe si on avait un comportement inhabituel ou pas. Ils nous disaient qu'on pouvait réussir quoi qu'il arrive. Juste, je me rappelle aussi en CP, une prof qui était vraiment méchante. Je travaillais pas assez bien. Et du coup, elle me disait, je dois y aller, je dois avoir une AVS, je dois avoir une psychiatre et tout. Après, j'ai oublié, c'est des gens qui t'aident. La CPIME, non, j'ai oublié. Mais eux, ils m'ont dit que je travaillais bien. Et voilà. Qui m'ont défendu que je travaillais bien, au contraire. Merci pour le partage. On passe à l'extrait numéro 2 avec Fanny. Bonjour, je suis Fanny et ainsi nous allons lancer le deuxième débat sur le thème de la course-poursuite.
C'est ainsi que nous lançons l'extrait. L'anecdote que je vais raconter se passe dans un établissement, dans un village proche de la ville de Grenoble. C'était la première année que j'enseignais dans cet établissement. Et l'architecture de cet établissement est un peu particulière. Il n'y avait qu'un seul niveau et il était en cercle, c'est-à-dire qu'il y avait un couloir circulaire. Et toutes les salles étaient de chaque côté de ce couloir. Et tous les mêmes jours de la semaine, à la même heure, il y avait un élève dans le couloir qui frappait fort à la porte ou qui parfois ouvrait violemment la porte en criant des insanités. Ça faisait bien sûr rire la classe et ça perturbait surtout mon cours. Mais le temps que j'arrive à la porte, on ne voyait plus l'élève puisque le couloir était circulaire. Il n'y avait pas de longue ligne droite où on aurait pu l'apercevoir. Donc un jour, j'avais décidé de faire quelque chose et je voyais à peu près à quelle heure passait l'élève. Et je m'étais mis juste à côté de la porte. Et ça n'a pas raté. L'élève a ouvert violemment la porte, sauf qu'il s'est retrouvé face à moi cette fois-ci et il a pris peur. Et il a commencé à courir. Et là, je lui ai demandé une ou deux fois de s'arrêter, de revenir. Et comme il ne m'écoutait pas, eh bien, j'avais décidé de ne pas lâcher le morceau et je lui ai couru après. Et comme le couloir était en cercle, on a dû faire le tour peut-être 3-4 fois. Et à un moment donné, il y avait des marches et pour gagner un peu de temps, j'ai sauté toutes les marches en même temps. Et bon, je me suis mal réceptionné, j'ai senti que la cheville avait un peu souffert, mais je n'avais pas lâché le morceau. Pour moi, c'était vraiment une obligation de récupérer cet élève. Et comme il voyait que je ne lâchais pas le morceau, il a commencé à prendre peur et il s'est réfugié dans une salle. C'était la salle de musique, il y avait cours d'ailleurs. Et donc j'ai récupéré l'élève, je l'ai chopé, je l'ai pris par le col et je l'ai amené directement à la vie scolaire en disant que voilà, qu'il n'arrêtait pas de perturber mon cours toutes les semaines et que voilà, je ferai un rapport en suivant. Et à la fin de la journée, le principal m'invite à venir le rejoindre dans son bureau pour voir un petit peu ce qu'il en était et de me raconter un peu les événements. Et puis suite à quoi, il me dit, bon, en résumé, vous avez récupéré l'élève, très bien, mais demain, il va me manquer un professeur parce que vous êtes foulé la cheville probablement et que vous n'allez pas pouvoir venir. Et en plus, vous avez laissé votre classe sans surveillance, c'est peut-être pas ce qui était de mieux à faire. Et d'autant plus que l'élève, vous l'aviez vu et que, même si vous ne l'aviez pas, avec un trombinoscope, on aurait très bien pu le reconnaître. Alors c'est vrai, n'empêche que depuis ce jour-là, plus aucun élève n'est vu frapper à la porte. Je pense que ma réputation était faite et que voilà. Merci donc pour l'écoute. C'est ainsi que nous allons faire un récapitulatif avec un des enfants qui nous accompagne ici pour cette radio. En fait, c'est l'histoire d'un professeur qui faisait cours. Et tous les jours, à la même heure, il y avait un élève, je sais pas si c'est un lycée ou un collège, mais qui venait taper à sa porte ou ouvrir violemment la porte et qui courait à chaque fois. Et quand le professeur il venait pour voir, il le voyait pas puisque c'est un bâtiment qui est circulaire. Du coup, on voit pas en ligne droite. Faut contourner ou obligé de marcher pour voir. Sauf que je trouve que la fin, elle est inattendue. Quand non seulement l'élève, il est grondé, mais le professeur, il est grondé pour avoir laissé sa classe toute seule. Du coup, moi, je trouve que l'histoire, elle est drôle. Et c'était pas forcément l'histoire que j'attendais, mais je trouve ça drôle quand même. Juste pour l'élève, lui, il avait peur. Et du coup, il a commencé à courir. Et qu'est-ce qui m'a paru drôle, c'est qu'il y avait une course-poursuite parce que le professeur, il faisait que de le suivre et c'est cassé sa cheville pour ça. Au lieu de, par exemple, de pas laisser sa classe et qu'il appelle la vie scolaire ou bien le ramener. Non, lui, il est parti sans laisser sa classe et voilà, il se fait compter par le principal. Je comprends pas pourquoi il a été grondé alors que il a laissé sa classe parce qu'il a laissé sa classe tout seul, mais au moins comme ça il y a plus personne qui va taper à sa porte.
Moi, j'ai une question. Pas forcément on peut y répondre, mais maintenant, c'est pourquoi l'élève, il était dans le couloir alors qu'il y a tout le monde à court? C'est ça la vraie question. Parce que normalement, s'il y a un cours avec un professeur qui a un cours, ça veut dire lui aussi, il est censé avoir cours. Donc pourquoi il est dans le couloir? Soit il a séché, il a disparu de la perme, il s'est enfui, on sait pas. En fait, là, on peut pas savoir, donc... Peut-être il était en retard et il a toqué dans la porte de la classe pour énerver le prof parce que peut-être il l'aimait pas. Et du coup, il voulait faire ça pour que ça soit drôle. Mais comment il va être en retard pourquoi il va être en retard à chaque fois pour sonner dans la porte d'un professeur? Ça se trouve, il commençait plus tôt, mais il vient à chaque fois à 7 heures pour faire ça. Peut-être peut-être il avait cours et il disait à la prof est-ce que je peux aller aux toilettes ou quelque chose d'autre, et après il partait devant la porte de la classe pour toquer. Mais il va pas la prof, si c'est ça, la prof elle est pas idiote, elle va pas dire à chaque fois oui tu peux y aller. Au bout d'un mois elle va dire non tu restes en cours, parce que tous les jours. Mais est-ce que ça a duré un an, des mois, des jours, des semaines? Le prof il a été grondé car il a été grondé parce qu'il a laissé en moins 25, 24, 26 élèves tout seul. Déjà, un enfant, c'est dur de s'occuper. Un enfant. Déjà, un parent, juste s'occuper d'un nourrisson, un enfant, c'est dur. Alors, 24, 25, 26 élèves tout seul. Tu crois ils vont faire quoi? Moi, je suis d'accord avec la camarade. Elle disait que si par exemple, une mère, elle s'occupe de son bébé alors que son père, il va travailler, juste pour un bébé, elle va péter les plombs. Elle va pas lui engueuler comme ça parce qu'il est encore petit, quoi. Mais par exemple, l'élève qui était engueulé, je le grandais. Il n'a pas un esprit de quelqu'un qui a la maternelle. Pour moi, il va à chaque fois parce que ça se trouve que il trouve ça amusant et que ça se trouve il commençait plus tôt, mais à chaque fois il vient à 7h et il vient et il sonne à des portes du collège. Ça se trouve c'est pas le seul prof où il sonne. Déjà je suis d'accord avec le camarade là-bas là, tout au fond qui me regarde car il m'a reconnu. Déjà je trouve que entre un ado et un nourrisson, c'est pas la même chose. Un nourrisson, lui, il se rend pas compte de ce qu'il fait. Mais lui, il a cours, il sait très bien, il a cours, mais il peut pas s'empêcher. C'est naturel pour lui. Mais j'ai envie de dire, en vrai, fais ce que tu veux, hein, mais moi, je préfère aller en cours parce que déjà, est-ce qu'il y avait un surveillant dans le couloir pour surveiller? Est-ce qu'il aurait pas pu signaler à la vie scolaire? Comme ça, il y a un couloir... où il y a un surveillant, l'autre là-bas. Alors moi, il y a comme, je sais pas, comme à l'armée, genre quand il y a une personne, elle surveille, elle fait le tour. Je sais pas si elle fait la ronde, là. Voilà, la patrouille. L'élève, je sais pas ce qu'il faisait dans les couloirs, mais en tout cas, j'espère qu'il était puni. Hein. Oui, il faudrait bien un surveillant qui doit surveiller dans les couloirs. Ils peuvent pas y aller se promener comme ça. Si par exemple tous les jours il fait semblant d'y aller aux toilettes alors pour toquer, et au bout d'un bon moment, le prof il peut pas lui dire non oui c'est bon tu peux y aller tout le temps. Moi j'aurais une question pour vous. Si vous étiez à la place du professeur, est-ce que vous auriez couru après l'élève ou comment vous l'auriez puni? Moi je l'aurais pas poursuivi, mais je serais partie dans le bureau de la directrice et de lui dire que y a un élève qui fait que de toquer à ma porte alors que je suis en plein cours et ça dérange les élèves, et si l'élève il continue, ils peuvent convoquer leurs parents et faire une réunion pour parler de son comportement. Moi, déjà, j'aurais pas couru, comme il fait régulièrement, j'aurais laissé, j'aurais attendu le prochain cours. Et avant dès le début du prochain cours, déjà,
j'appelle la vie scolaire en demandant s'ils peuvent patrouiller dans, dans le couloir. Après si sonne et il n'y a personne qui le voit, bah, j'ai un élève d'aller le courser. Non, je veux un élève le courser. En tout cas, ce qu'il a eu, le prof, comme il a été grondé, bah, en fait, j'hésite à soit le courser ou soit me positionner vraiment pour l'attraper. Moi, je pense que toutes les personnes qui me connaissent, vous savez que j'aurais couru. Mais d'ailleurs, j'allais le faire d'ailleurs. Si c'était moi, hein, j'aurais poursuivi. Hein. Mais en vrai, de vrai, si c'était pas le cas, non, j'aurais dit à un surveillant, attrape-le. Hein. Ou 2 surveillants, attrape-le. Hein. On va le retrouver. Hein. Ou sinon, vous mettez des caméras dans tout le couloir, là. On l'attrape. Voilà, des photos et tout. Moi, je l'aurais pas poursuivi, comme il a dit le camarade de tout à l'heure. Je l'aurais attendu jusqu'à le prochain cours en lui criant dessus et lui mettre un rapport plus conseil de discipline. Je reviens sur ce que la camarade ici a dit. Elle a dit qu'on placerait des caméras, mais si on place des caméras, bah, ce serait bien, mais ce serait pas bien. Les enfants, les élèves, comment dire, ils allaient se sentir surveillés à peu près. Moi, je suis pas d'accord avec mon camarade parce que il a dit qu'il allait attendre jusqu'au prochain cours pour aller voir l'élève, alors que le prof, il avait un cours avec d'autres élèves. J'ai dit, comme elle a dit, ma camarade à ma droite, et l'élève, il a cours. Même s'il était dans le couloir, ça se trouve, il va avoir cours. Parce que son but, j'ai l'impression, c'est d'embêter le professeur tous les jours. Donc forcément, au bout d'un moment, comme c'est à la même heure à chaque fois, là, la prochaine heure, il aura cours, forcément. Mais comme il a dit mon autre camarade là-bas à côté de moi, c'est vrai que j'ai un peu abusé quand j'ai dit des caméras partout. Parce qu'il y a de l'intimité aussi. On va pas en mettre dans les toilettes, par exemple. Je suis pas d'accord avec la camarade de là-bas, là. Elle disait courser après lui. Et pourquoi courser, laisser ta classe? Aussi, même s'il y avait quelqu'un qui était dans ta classe, faut pas courir, parce qu'après, si tu te casses quelque chose par un membre de ton corps, ça serait pas la faute de l'élève, ça sera la faute de toi. Fallait pas poursuivre. Si je serais le professeur, soit j'aurais attendu, ou soit je l'aurais laissé. Et je me serais dit que lui, comment dire, il est gâché à peu près, et que ça servira à rien, parce que c'est tout ce qu'il veut et on va lui donner ce qu'il veut. Pour moi, t'as pas tort. Ma camarade, elle a pas tort parce que elle a dit mettre des caméras, elle a raison, mais pas. Elle a raison de pas les mettre, par exemple, dans les toilettes, dans les trucs pour avoir de l'intimité. Mais elle a raison de dire qu'il faut mettre des caméras parce que je sais pas, parce que pour moi ça se fait pas que le prof il se fasse punir et parce que c'était pas sa faute, c'était la faute de l'élève. Et elle a raison de mettre des caméras comme ça. La principale du collège ou du lycée, elle pourra regarder la caméra pour voir si c'est vraiment vrai qu'est-ce que le prof il raconte. En fait, ça serait pas la faute de l'élève ou bien du professeur, ça serait la faute de l'élève et du professeur. Parce que déjà, le professeur, il a laissé sa classe sans surveillance et qu'il a couru après l'élève. Et l'élève aussi, lui, il a un petit peu abusé. Il a ouvert la porte sévèrement. Et voilà, je considère que c'est les deux qui ont la faute. Merci à vous pour ces réponses. Et c'est désormais que nous allons passer à la deuxième question. Pour ou contre, il faut faire peur pour être respecté par ses élèves. Moi, je suis pas d'accord. Parce que même si tu fais peur à un élève, peut-être lui, il aura pas peur de toi. Et ça sert à rien de faire peur à quelqu'un. Ça sert à rien de faire peur à un élève parce que si t'es gentil avec cet élève, lui aussi il pourra
être gentil avec toi et te respecter. Alors que si t'es méchant avec lui et vulgaire, bah lui aussi il va être comme toi et du coup vous pourrez pas continuer. Je voulais aussi soutenir ma camarade à ma droite et elle a un peu raison. Non, elle a carrément raison, je m'excuse. En fait, t'as pas besoin de faire peur aux gens pour avoir du respect. Hein. Déjà, tu dois réussir dans la vie. T'as pas besoin de la peur. T'as besoin de... En fait, un prof, il est pas là pour te faire peur, en fait. Non, pour être franc, je vais dire les termes. Un prof n'a pas à faire peur à un élève. Il a juste à lui montrer la voie qu'il veut suivre. Certes, il a fait une erreur en poursuivant un élève. On fait tous des erreurs dans la vie. C'est normal. Même moi, j'en ai fait et je regrette. On fait tous des bêtises. Certes, il faut gronder, mais déjà, il faut aussi gronder l'élève parce que lui, il a fauté, mais le professeur aussi, il a fauté en même temps. Parce que, je sais pas si vous avez compris, genre. Mais l'élève, il a fauté, mais le professeur, il a voulu le gronder, mais il a fauté aussi. Donc, moi, j'ai envie de dire qu'il n'a pas fait peur, mais il a fait son devoir, en fait. Moi, j'aurais fait la même chose, même si... voilà. Je laisse... Voilà, j'ai rien à dire, c'est bon. Ah, je reviens sur ce que ma camarade, elle a dit. Je sais, faut pas faire peur, mais... Imaginons, je sais pas, on est vraiment gentil avec nos élèves, mais ils profitent de notre gentillesse. Ils profitent de notre gentillesse pour faire n'importe quoi et tout. Et insulter. Ça veut dire, pour moi, faut pas être méchant ou gentil. Pour moi, faut être juste strict. Si on devient strict, bah, on va se faire respecter rapidement et on n'a qu'à les respecter et être strict. Après, c'est bon. En tant qu'animateur, moi, je me trouve extrêmement gentil avec mes jeunes. Et je pense que moi, je pense que je leur fais pas peur. Hein. Ils savent quand je rigole et quand je suis énervé, ils le savent aussi. Et moi, je trouve que faire peur à ses élèves, ça sert à rien. Parce que instaurer la peur, c'est inutile. Mieux vaut être amusant, les taquiner, jouer avec eux, avoir de la bonne entente pour que ce soit agréable et qu'ils puissent s'épanouir. Alors moi, je suis d'accord avec le camarade. Le prof, quand il est gentil, et l'élève profite de sa gentillesse, donc il fait la racaille. Il fait la racaille et du coup, il respecte pas le prof. Et autant donné, le prof, il est bien gentil avec lui, alors que lui, c'est une racaille. Moi, je suis d'accord avec mon camarade parce que, en fait, je suis pas trop d'accord parce que, dans tous les cas, même si l'élève il fait la racaille avec lui, si le prof il reste gentil avec lui, l'élève un jour ou l'autre il va comprendre pourquoi le professeur il reste tout le temps gentil avec lui et ça va l'apprendre à être plus gentil et que ça sert à rien d'être méchant. Moi, je voulais revenir au cas de Youssouf, notre animateur. En fait, t'es gentil, hein, mais... Ouais, en fait, c'est nous, on est méchants. T'as vu, parfois, on te critique, même si je m'excuse, mais c'est pour rigoler. Je suis désolée. Non, pardon. Non, on te critique pas. Attends, laisse-moi parler. On te critique pas, hein, mais parfois, on dit t'es gênant. Mais en vrai, non, on te critique pas parce que t'as vu, après, on en parlera. Parce qu'en fait, parfois, quand tu danses, genre, c'est drôle en même temps, mais voilà... C'est pas gênant. Je me dis, c'est drôle, genre. Parce que parfois, tu vas pas avec le rythme de la musique, du coup, c'est drôle. Mais par contre, tu fais flipper quand tu nous courses. Ça, on va pas se mentir. Après, on t'aime beaucoup. On te critique, mais on t'aime beaucoup. Pour un prof, ça sert à rien de faire peur à l'élève parce que, imaginons s'il est sensible et que lui ne résiste pas au coup de pression des profs. Et qui tombe, il s'écroule par terre, il fait un choc, ça serait la faute du professeur. Ou bien, au lieu d'être strict, méchant ou gentil, si on est gentil et un élève, il veut insulter, tout ça, on a juste à ignorer et faire comme s'il n'était pas là. Et après, à un moment, il va se rendre compte que tout ce qu'il fait, ça sert à rien, ça veut dire qu'il va commencer à s'arrêter.
Je suis pas trop d'accord avec toi parce que dans tous les cas, imaginons l'élève, il continue et par exemple là vraiment le prof il en a marre et il veut vraiment se venger de l'élève, bah du coup ça sert à rien. Dans tous les cas, bah le prof un jour ou l'autre il va s'énerver, il va le punir et ça va continuer jusqu'à que bah il comprenne. Je suis d'accord avec ma camarade. Je trouve que ne rien faire, c'est pas la bonne solution. Car nous, en fait, les élèves, on a l'insulte facile. On insulte facilement. Donc, on peut faire péter des plombs souvent. Donc, en vrai, je trouve que ne rien faire, ça va empirer les choses. Quand, je dirais, comme conseil pour la prochaine fois, quand vous voyez qu'un élève toque à votre porte, déjà, faut avoir une longueur d'avance sur lui. C'est déjà trouver une solution déjà pour que on voit le visage, par exemple, je sais pas, vous faites tomber un balai à côté, genre comme ça bloque un peu le passage et vous avez le temps de voir son visage. En tout cas, une façon comme ça, la prochaine fois, il n'aura pas à courir. Du coup, avant de clore ce premier débat par rapport à cet extrait, j'aimerais bien vous poser une question pendant que Youssouf il est pas là. Du coup, Naïla, t'as dit à un moment, il était gênant. J'ai l'impression que tu souriais en disant ça, que tu étais assez contente. Est-ce que tu te serais permis de faire ça avec un enseignant? Et est-ce que tu trouverais ça normal, du coup, aussi de parler comme ça à un enseignant? Non, en fait, c'est pas la même chose. En fait, déjà, j'ai pas voulu dire ce mot. En fait, c'est venu tout seul. Ça m'arrive. Et en plus, déjà, en fait, la différence avec Youssouf, c'est que, par exemple, il a à peu près le même âge que mon grand frère. Du coup, je peux pas parler, genre, comme avec une professeure ou un prof. Du coup, je parle comme mon grand frère. Je vais pas lui parler avec un langage soutenu, plus avec un langage vulgaire ou normal, comme un langage de jeune, quoi. J'espère que j'ai répondu à la question. Bah, merci beaucoup, Naïla. Ainsi, mais donc, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qu'un professeur parfait? Qu'il soit un professeur parfait, qu'il soit gentil, qui t'encourage, au lieu d'un prof strict qui ne t'aime pas, qui est par exemple qui est raciste. Déjà, il n'existe pas de professeur parfait. On n'est pas parfait. Je dirais un professeur qui sait parler aux élèves. Par exemple, s'il y a des personnes en difficulté qui ont du mal à s'exprimer, les aider. Un professeur qui se rend compte des difficultés des élèves et en essayant de les aider, par exemple avec une aide, en parler aux parents. Et pour moi, je dirais un professeur qui donne de la confiance, qui essaye d'aider l'élève mentalement pour lui permettre d'avoir confiance en lui pour réussir. C'est un professeur qui nous encourage et qui nous aide à réussir. C'est un professeur qui croit en nous. C'est ainsi, grâce à ces discussions, sur ces différents débats, que nous allons pouvoir avoir un réel récapitulatif de chacun. Déjà, de ce que j'ai compris, hein, c'est que pour moi, faut pas être méchant, gentil. Faut pas être méchant ou je ne sais quoi. Les élèves qui font des bêtises ou qui nous écoutent pas ou qui profitent de notre gentillesse, faut les laisser à l'écart et après à un moment ils vont comprendre ils vont comprendre c'est quoi l'école et qu'il faut pas faire des bêtises. Et un prof parfait, c'est quelqu'un qui croit en nous et qui vraiment qui sait qu'il pourra réussir, qui sait qu'il pourra pas réussir et qui est pas hypocrite envers les élèves. J'aimerais faire un récap des deux anecdotes qu'on a eues. Pas forcément raconter l'histoire, mais juste donner mon avis. Et d'ailleurs, j'aimerais commencer par la première. C'est la morale de l'histoire, c'est d'avoir une personne qui croit en vous. Les hypocrites, on les laisse. Vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes. Vraiment, une personne, ça peut être n'importe qui, un adulte, un enfant, une amie ou un ami. En fait, il faut avoir cette personne qui va vous permettre de briller de votre propre lumière, comme une étoile. Et la deuxième, c'était que laquelle là? Ah oui, la course-poursuite,
faut pas désigner un coupable. Tout le monde peut être coupable. On est coupable, mais tant qu'on a appris nos erreurs, je trouve qu'on peut avancer. Et j'aimerais dire 2 mots pour le professeur et l'élève. Déjà, à l'élève, en fait, faut pas faire ce genre de choses et faut aller en cours. C'est important dans la vie. Faut que tu rendes fier tes parents et avoir ton diplôme. Et pour le professeur, on fait tous des erreurs, même si c'est que ce soit pour le bien ou le mal. Et j'espère que tu vas t'en sortir et que tu as gardé ton boulot. Merci, c'était Naïla. Juste pour un professeur, faut pas être gentil ni méchant. Aussi, par exemple, quand on parle à un élève, bien, un élève il peut changer son caractère. Par exemple, si on est méchant avec lui aussi peut devenir méchant. Si on est gentil aussi, lui, il peut être méchant ou gentil. Alors merci à tous pour ce débat, c'était très intéressant. Ça a été vraiment un plaisir de vous voir aussi prendre confiance tout au long du débat pour à la fin du coup super bien vous exprimer sur cette radio et nous donner aussi des choses de vos réalités et qui nous permettent nous aussi d'en apprendre énormément. Pour conclure, j'aimerais bien vous proposer une petite activité qu'on peut peut-être tous faire. Je vais faire passer une petite baguette magique et je vais vous proposer de donner un coup de baguette magique sur l'école. Avec ce coup de baguette magique, vous allez pouvoir transformer ce que vous voulez. J'aimerais bien savoir du coup, qu'est-ce que vous transformeriez dans l'école ? Déjà, moi, pour transformer quelque chose, déjà que les profs, en fait, qui deviennent, certains profs qui deviennent moins méchants, parce qu'il y en a, s'ils sont vraiment méchants, mais s'ils s'énervent, ils peuvent profiter de leur pouvoir, qu'ils profitent pas de leur pouvoir et que les récré, elles durent plus longtemps, au moins 20 minutes. Alors, du coup, moi, en tant qu'animateur et en tant que personne qui a voulu être enseignant, si je devais donner un coup de baguette magique sur l'école, je choisirais en fait de faire en sorte que les enseignants soient un petit peu plus comme ce que Youssouf a partagé avec nous tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils s'adressent aux envies des enfants, qu'ils aient envie de les amuser, parce que je pense qu'au final, il y a autant d'intérêt à apprendre, à réussir, qu'à juste aimer être ensemble. Moi, si je devais transformer quelque chose à l'école, c'est l'emploi du temps au collège. Non, mais on va parler maintenant franc et tout. J'en ai marre de faire du 8h, 16h30. Ça y est. Faut réduire les heures parce que il y a des élèves, ils viennent au collège, par exemple, ils habitent loin. Du coup, eux, par exemple, quand ils terminent à 17h, eux, ils rentrent à 19h. Déjà que c'est dur, pour eux de venir, ils doivent rentrer plus tard chez eux et voir leurs parents. Pour moi, faut réduire l'emploi du temps. Moi, si je devrais ajouter quelque chose à l'école, j'ajouterais des cours de confiance en soi et de développement pour que les enfants ils apprennent à faire ce qu'ils veulent vraiment faire au lieu d'apprendre de la théorie et des mathématiques parce que pour moi, ça sert à rien. Si je devais changer quelque chose à l'école, je mettrais plus de travaux de groupe et plus d'oral aussi. Parce que là, je suis dans un master où justement, il y a beaucoup de travaux de groupe et beaucoup de présentations orales. Et moi, j'ai longtemps été très, très nulle à l'oral. Et donc là, ça m'a apporté quelque chose que l'école ne m'avait pas apporté. Et c'est très cool. Voilà. Je pense pour ma part que ce qui serait le plus intéressant à changer dans l'école, c'est surtout le programme. Le programme, pouvoir ajouter des choses sur la sécurité de chacun, ou même des petits problèmes ou choses que l'on rencontre dans la vie, que ce soit même à la maison ou en dehors. Plein de choses que forcément on n'apprend pas à l'école alors que ce serait pourtant primordial. Et que même il peut exister plein de personnes qui sans leurs parents ou autres ne pourraient pas avoir accès. Voilà. Moi, je suis d'accord avec l'animatrice. Et moi, je veux juste rajouter 2 petites choses. De changer l'emploi du temps, comme elle a dit l'autre camarade. Juste pareil, moi, en tant qu'animatrice, animatrice aussi. Après, j'étais dans une école un peu particulière, c'était une école privée. Mais du coup, je dirais le rapport aux professeurs qui sont... Pour moi, il y avait vraiment une différence élève-professeur et peut-être... rappeler qu'on est tous humains et qu'ils ils sont là pour nous apprendre des choses, mais aussi, nous aussi, on peut leur apprendre des choses.
Donc moi, si je devais changer quelque chose à l'école, je sais que ça existe déjà dans certains établissements, je crois qu'ils sont autogérés, semi-autogérés par les élèves, c'est qu'il y ait plus de moments où... Voilà, plus de moments où ce soit les élèves qui puissent mener un projet du début à la fin sur le projet qu'ils veulent, que ce soit, je sais pas, faire de la pêche en Bretagne ou aller, je sais pas, ou explorer plus le monde des dinosaures, j'en sais rien, mais qui mènent un projet du début à la fin, qui ait plus de temps pour ça. En fait, je propose à nos téléspectateurs de faire un épisode 2 s'ils veulent, bien sûr, avec d'autres anecdotes et tout. Et moi, je propose déjà de vous abonner, de bien liker si vous voulez vraiment qu'il y ait un épisode 2. Et sinon, commentez et bonne année et faites votre vie en fait. Alors, pour finir, c'est la fin de notre émission. Merci de votre écoute. Ça a été un agréable moment. Alors, si vous avez apprécié, comme l'a dit Neila, likez, partagez, abonnez-vous. Et merci. Au revoir. Abonnez-vous, Radio Charonne.